Depuis l'origine, disons depuis l'article de Turing qui définit les bases théoriques de ce qu'est un ordinateur, les technologies de l'information progressent par grands cycles de 25 ans à peu près. Bon, le dernier cycle, c'était le cycle de la dématérialisation des réseaux, et un des enjeux majeurs, c'était le commerce électronique. Bon, aujourd'hui, on est entré avec le numérique dans un cycle différent, et dans lequel il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent de façon très différente. Et je pense que l'économie collaborative va jouer un rôle très structurant dans le cycle dans lequel on est entré. Je parle exprès d'économie collaborative plutôt que de consommation collaborative, parce que derrière le mot consommation collaborative, il y a tout le rôle de ces grands acteurs qui gèrent des grandes plateformes et qui finalement arrivent à asseoir leur pouvoir économique sur le fait de maintenir des schémas assez anciens de rapport entre les personnes et l'économie, dans lequel il y a la production, il y a la consommation, on change voilà, on sépare nettement ce genre de choses, alors qu'un des propres de l'économie collaborative, c'est de brouiller les frontières et de permettre de voir des rôles nouveaux dans lesquels on hybride des rôles de consommation et des rôles de production. En fait, ce qui est important, c'est de bien comprendre que dans l'économie dans laquelle on est entré, c'est les personnes qui font la course en tête, les entreprises courent derrière. C'est pas monsieur Airbnb qui invente la location d'appartements, c'est pas monsieur Uber qui invente l'autopartage, c'est les personnes qui inventent des nouvelles façons de produire, de consommer, d'échanger, de faire du troc. Et les entreprises courent derrière pour capter ces nouvelles tendances et en faire des nouveaux modèles d'affaires. Je pense que le mot ubérisation est un mot qui a une signification assez précise et assez juste, qui est la mobilisation par des acteurs économiques de ressources qui ne sont pas des ressources forcément très chères, qui étaient extérieures à la sphère économique, qu'il s'agisse de logements privés, de voitures privées ou de forces de travail en dehors des conditions de travail normales que l'on peut mobiliser de cette manière-là. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça fait tellement image, c'est que par rapport à la période actuelle dans laquelle on est dans une telle conscience écologique, de besoin de régulation pour éviter les externalités qui sont captées par un certain nombre d'entreprises qui ont pendant X temps considéré l'énergie, les matières premières comme des ressources gratuites qu'elles pouvaient capter pour doper leur production de valeur ajoutée, qu'il y a quelque chose d'un petit peu parallèle là-dedans qui est gênant. Je pense qu'il ne faut pas confondre l'ubérisation avec un phénomène économique différent qui est la surtraitance, qui est dans cette période de réorganisation complète des chaînes d'intermédiation et de désintermédiation, ces acteurs économiques qui viennent entre des entreprises traditionnelles, là je ne parle pas de ressources non économiques, des entreprises traditionnelles et leur clientèle, pour offrir aux clients des formules nouvelles d'agrégation de services très fluides qui prennent appui pour le delivery sur les compétences des entreprises. Alors on voit ça dans énormément de secteurs différents. On voit ça dans l'énergie, on voit ça dans les utilities, on voit ça dans énormément de secteurs différents. On voit ça dans le monde bancaire, on voit ça dans le monde du commerce. Et ça peut avoir un impact majeur. Dans le rapport que j'avais fait pour le gouvernement il y a un an et demi, vers la fin de l'année 2014, on avait essayé de calculer qu'est-ce que les marchés financiers anticipaient dans la valorisation qu'ils donnaient aux grands acteurs de l'intermédiation électronique, notamment aux GAFA, si cette anticipation est rationnelle et qu'on leur donne une valeur qui est supérieure à E4, par exemple les GAFA, à la valeur du CAC 40, eh bien c'est qu'on attend un flux régulier de revenus. On s'était posé la question, quelle est la part de marché de la France dans ce flux qui provient en fait d'un détournement de résultats de secteurs économiques traditionnels vers ces secteurs-là. Et l'impact, c'est tout de même 60 milliards d'euros au niveau des bénéfices des entreprises françaises qui pourraient être détournés si les marchés financiers ne se trompent pas. Donc ce n'est pas du tout un chiffon rouge qu'on agite pour faire bouger les gens, c'est un vrai sujet. Alors quand on fait une espèce de bilan de là où on est la France, vraiment, on n'est pas au milieu de nulle part. Il y a des choses très positives, des choses qui le sont moins. Bref, on est obligé d'être assez nuancé. En gros, qu'est-ce qui va bien? C'est d'abord les Français, effectivement. C'est les personnes, vous, moi, nos voisins, nos cousins, etc. Les Français, globalement, courent vite. Si on compare à la moyenne européenne, on est sur beaucoup d'indicateurs nettement au-dessus. On n'est pas les tout premiers, mais on est nettement au-dessus. Donc, un petit peu partout dans le monde, ce qui caractérise le numérique, c'est que c'est les personnes qui font la course en tête, mais les Français, comme personne, courent particulièrement vite. Un peu partout dans le monde, les entreprises sont plus lentes
et les entreprises françaises sont particulièrement lentes. Donc on a un peloton extrêmement étiré. Juste un chiffre que je citais dans le rapport, c'est que quand on regarde les Français de tous âges, de tout milieu, etc., aujourd'hui, il y en a à peu près 60% qui ont au moins acheté une fois sur Internet. Et quand on regarde les entreprises françaises, il n'y a que 11% des entreprises françaises qui ont vendu au moins une fois sur Internet. Donc voilà, ça donne à peu près les poids de la manière dont les uns et les autres sont entrés dans la transformation numérique. Et c'est confirmé par 1000 choses. Il y a des sondages qui sortent à l'heure actuelle sur le degré de prise de conscience de la transformation numérique. Elle est beaucoup plus forte chez les salariés, par exemple, que dans les directions d'entreprise. Donc il y a quelque chose d'assez étonnant et d'assez fort. Alors pourquoi ? Je crois qu'il faut distinguer entre les différents types d'entreprises, mais on va y revenir, entre les petites, les moyennes entreprises, etc. Mais quelque part, et je suis d'accord avec votre question, les Français, comme personne, ont une part de responsabilité. Et cette part de responsabilité, c'est qu'ils courent très vite, mais de manière, je dirais, un petit peu consumériste. Quand on regarde, quand on compare à d'autres pays, notamment quand on compare aux États-Unis, le rôle du numérique dans la vie quotidienne pour les applications associatives, pour les applications citoyennes, politiques, etc., est moins fort. C'est vraiment en matière justement de commerce électronique ou autre que c'est extrêmement important. Or, c'est ça qui fait bouger les entreprises aux États-Unis. C'est ça, c'est la pression extérieure. Quand vous regardez le BYOD, le Bring Your Own Device, c'est tous les gens qui disent « mais on en a marre, on vient dans les entreprises, il y a des mesures de sécurité, en plus ça ne marche pas, etc. » Laissez-nous utiliser nos outils, qu'on est plus performant à la maison que l'on est dans les entreprises. Quand on regarde l'open data, c'est tous les gens qui disent aux collectivités locales, aux entreprises ou autres « mais avec toutes les données que vous collectez, vous n'en faites rien, il n'y a rien de performant, laissez-nous évaluer vos propres politiques, puis imaginez autre chose en accédant à vos données. » Lorsqu'on regarde l'open innovation, il y a un truc vraiment étonnant, c'est le manifeste des makers qui dit en quelque sorte de façon provocante, entreprises américaines, on sait de toute façon que les innovations qu'il faudrait faire, vous ne saurez pas les faire. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est organiser votre plan de charge pour qu'à 17 heures, vous ayez terminé. De toute façon, vous êtes incapable de produire plus et d'assurer réellement un vrai plein emploi. Et à 17 heures, vous laissez le mouvement citoyen occuper les usines et on vous demande une chose, équipez toutes vos machines de format API pour nous permettre que l'innovation que vous ne savez pas faire, on la fasse à votre place. Bon, bien sûr, c'est de la provocation, mais ça crée une sorte de pression extérieure. Et si les entreprises américaines ont une capacité plus grande de se mettre synchrone avec la transformation numérique ambiante, c'est en raison de cette pression extérieure qu'il n'existe peut-être pas tout à fait suffisamment en France. Alors aujourd'hui, tout le monde trouve que le monde de l'entreprise est absolument formidable. Moi qui suis quelqu'un de l'entreprise, je suis très content. 77% des Français considèrent que l'entreprise, c'est le grand acteur important. Mais il faut faire attention à que la grenouille n'enfle pas et au point d'exploser, parce que derrière cela, il y a des tas de notions d'entreprise différentes. Il y a des entreprises capitalistes, il y a des entreprises sociales et solidaires, il y a des entreprises qui sont petites, il y a des entreprises qui sont grosses. Enfin, voilà, il y a énormément de différences. Et je crois qu'il faut extrêmement être très distinguer beaucoup les choses. Les petites entreprises, elles, leur problème, c'est un problème d'équipement aujourd'hui. Il y a un retard en matière d'équipement des petites entreprises. Mais lorsqu'elles s'équipent, là, moi, je ne suis pas tellement inquiet. Il y a des tas de bonnes nouvelles. Je ne parle pas uniquement des startups. On a des startups françaises qui sont extrêmement bonnes, mais de la capacité d'innovation qui était trop faible dans les PME, de la capacité de disposer de services B2B en matière juridique, en matière de comptabilité, en matière de contrôle de gestion, en matière de publicité, en matière d'accès à Internet, en matière d'exportation, pour les toutes petites entreprises, qui est quelque chose de formidable. Et donc, on peut avoir l'espoir que se remettre en marche, non pas l'ascenseur social, mais l'ascenseur économique qui permet, quand vous créez une entreprise, non pas de stagner ou de mourir, mais de prendre un chemin de croissance et voire de figurer un jour parmi les premières. Bon, parce que nos premières, quand on regarde l'autre extrémité du spectre, elles n'ont aucun problème d'équipement, mais elles ont un problème de transformation. C'est pas la même chose. La transformation, c'est en gros le fait de redéfinir son modèle d'affaires, de s'adapter à des nouveaux types de relations avec les clients, de redéfinir complètement le processus d'innovation pour avoir intégré mieux l'innovation ouverte. Et c'est le fait de devenir une entreprise plus réactive, avec moins de niveau hiérarchique, un fonctionnement qui soit un peu moins pyramidal. Bon, ça, il y a énormément d'entreprises qui ont du mal à le faire. Moi, j'ai été très malheureux pendant mon rapport d'avoir un fonctionnement d'ailleurs très collaboratif. Il y avait plus de 500 personnes qui ont participé à des groupes de travail ou autres. Et dans un de ces groupes, il y avait des jeunes ingénieurs d'Alstom. Et je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui a changé le plus depuis que vous avez GE comme actionnaire ?
Et il disait, ce qui a changé le plus, c'est qu'on nous demande des dossiers sur la valeur ajoutée numérique de nos productions. C'est une question qu'on ne nous avait jamais posée. Il ne s'agit pas de se comparer à Google ou autre, il s'agit de comparer un conglomérat industriel comme Alstom en France et un conglomérat industriel comme GE aux États-Unis. Il n'y a pas de raison que l'un soit dans le 21e siècle et pas l'autre. Donc là, on a un effort absolument considérable à faire et c'est très important. Et je crois que pour que les entreprises avancent plus, non seulement elles doivent mener des efforts de vision, des efforts de lâcher prise, de faire en sorte que l'initiative puisse mieux remonter, des efforts de formation également qui sont importants, mais il est important aussi qu'il y ait une quote-part d'entreprises qui viennent de l'économie sociale et solidaire, qui viennent relayer d'autres choses. Par rapport à tout ce thème sur lequel vous êtes de l'économie collaborative, moi je crois beaucoup qu'il y aura une deuxième vague, au-delà des Airbnb, qui va être faite d'économie sociale et solidaire, de mutualisme et de technologies type blockchain. Ça, je crois que c'est ça qui est l'avenir de l'économie collaborative.